Stop, no, please, no. Le 25 juillet 1984, la police de San Francisco reçoit un appel troublant. 911, where's your emergency? Harvey Dobbs, sa femme Deborah et leur fils Sean ont disparu. En 20 ans de service aux affaires des personnes disparues, je n'avais jamais enquêté sur la disparition d'une famille entière. C'était louche, surtout qu'ils avaient disparu dans des circonstances très étranges. Harvey possédait du matériel vidéo très sophistiqué qu'il louait pour arrondir les fins de mois. La dernière personne qui avait parlé à Deborah Dobbs, ou à un membre de sa famille, était la voisine, une bonne amie de Deborah. Lors de leur conversation téléphonique, Deborah lui avait dit que quelqu'un venait jeter un coup d'œil au matériel vidéo de Harvey, dans l'intention de le louer. On n'a jamais revu les Dobbs par la suite. Le lendemain, des agents de la police de San Francisco se rendent à la résidence des Dobbs. Mon partenaire et moi avons passé la maison au peigne fin. Deborah était très ordonnée. Elle ne laissait jamais la maison en désordre. Mais quand nous sommes entrés, il y avait de la vaisselle sale dans l'évier. Deborah n'aurait jamais laissé la maison dans cet état. Nous avons aussi remarqué un cordon de téléphone enroulé autour de la poignée de porte du placard. Les deux bouts du cordon avaient été coupés, ce qui nous laissait croire qu'il avait servi à attacher quelqu'un à la porte. Le père de Deborah nous avait dit qu'Harvey avait une paire d'espadrilles qu'il portait toujours. Nous les avons trouvées dans le placard. Le matériel vidéo de Harvey a aussi disparu. Des contours très nets dans la poussière nous indiquaient où avait été posé le matériel vidéo. Nous avons trouvé plusieurs listes qui inventoriaient les appareils ainsi que leurs numéros de série. Les autorités craignent qu'il ne soit arrivé quelque chose d'horrible à la famille Dobbs. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la compassion pour cet enfant et ce jeune couple innocent qui menait une vie paisible. J'étais bouleversé. Les enquêteurs interrogent les voisins. Les voisins avaient aperçu un homme portant la barbe et un homme asiatique entrer dans la maison et en ressortir à peu près au même moment où la famille a disparu. Les policiers obtiennent une description des deux hommes. Nous avons rassemblé tous les renseignements obtenus, les portraits robots et les numéros de série, et nous avons produit des bulletins d'information sur la disparition. Nous les avons envoyés à tous les services de police de la Californie, sans résultat. L'affaire Dobbs s'ajoute aux nombreux autres cas de disparition. En moyenne, on comptait environ 350 à 400 cas de personnes disparues par mois. Quatre mois plus tard, les autorités enquêtent sur une autre disparition mystérieuse. Paul Cosner, un vendeur de voitures de 39 ans résidant à San Francisco, disparaît pendant la nuit. Paul Cosner avait prévu souper avec sa petite amie. Il l'a appelé vers 19 h pour lui dire qu'il serait en retard d'une demi-heure. Il lui a dit qu'il rencontrait un acheteur potentiel qui voulait faire un essai de route. Mais on ne l'a jamais revu. Nous avons produit des bulletins de personnes disparues.
Nous avons obtenu le numéro d'identification de sa Honda Prélude et de la plaque d'immatriculation et les avons ajoutés au registre national. Tout comme celle de la famille Dobbs, l'enquête sur Cosner aboutit rapidement à une impasse. Les personnes disparues n'avaient pas communiqué avec leur famille. Elles n'avaient pas non plus utilisé leur carte de crédit. Personne ne les avait vues. Elles s'étaient volatilisées. 7 mois plus tard, le 2 juin 1985, la police de South San Francisco reçoit un appel l'avisant d'un simple vol à l'étalage dans une cour à bois. Ce n'était pas leur première fois ici. Ça faisait environ 2 mois qu'ils venaient régulièrement au magasin. Un des hommes vole un étau. Un de nos employés lui a couru après, mais le voleur a tout de même réussi à s'enfuir dans la rue. L'autre homme est resté dans le magasin. Il a insisté pour payer l'étau et les autres articles que son comparse aurait pu voler. Il se montrait très gentil et essayait de dédramatiser la situation. Il disait « Oh, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous savez, oublions tout cela, passons à autre chose. Je vais payer pour tout et ce sera une affaire classée. » Mais j'ai refusé. Les policiers arrivent sur les lieux et le propriétaire du magasin les mène à une Honda Prélude dans laquelle le voleur a mis l'article volé. J'ai aperçu l'étau, il était bien en vue. Il y avait plusieurs autres outils avec leur étiquette. J'ai déplacé quelques articles et j'ai trouvé un sac de toile. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, j'ai trouvé une arme automatique munie d'un silencieux. À ce moment, un homme portant la barbe est sorti du magasin, s'est dirigé vers nous et a dit « Messieurs les agents, c'est un malentendu, c'est mon ami qui a volé ceci. Il croyait que je paierais. » Mais lorsque je l'ai questionné au sujet de l'arme, il est devenu très nerveux et agité. Les policiers demandent à voir le permis de conduire de l'homme. Selon le permis, il s'appelle Robin Scott Stapley. L'arme est enregistrée à son nom. En Californie, c'est un crime grave de posséder une arme à feu munie d'un silencieux. On ne s'en sort pas si facilement. C'est une arrestation immédiate. Il remarque aussi que la photo du permis de conduire ne correspond pas à l'homme avec qui il s'entretient. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation et elle était enregistrée au nom de Bond. J'ai aussi vérifié le numéro d'identification du véhicule qui appartenait en fait à Paul Cosner. Paul Cosner avait été porté disparu à San Francisco quelques mois auparavant et personne ne l'avait vu ou avait entendu parler de lui depuis. Ça a éveillé les soupçons de tout le service de police. De retour au poste de police, les enquêteurs demandent à l'homme pourquoi il conduisait la voiture de Paul Cosner avec une plaque d'immatriculation volée. Le suspect avoue finalement que son vrai nom est Leonard Lake et que l'homme qui a volé l'étau se nomme Charles Ng. Il a d'abord demandé une feuille de papier pour écrire une note à sa famille. Puis il a demandé un verre d'eau. Soudain, Lake s'effondre. Les enquêteurs lisent la lettre laissée par Lake. C'est une note de suicide. Leonard Lake avait très peur de la prison. Il avait déjà été incarcéré et il avait dit à ses amis et à sa femme qu'il ne retournerait jamais en prison. Il gardait toujours une capsule de cyanure au cas où il serait capturé. Les policiers ne comprennent pas ce geste désespéré. On m'a appelé pour me dire que le véhicule de Paul Cosner avait été retrouvé. Un homme avait été arrêté
Il était maintenant dans le coma et son acolyte avait pris la fuite. La police de San Francisco reprend l'enquête et inspecte la voiture. Les enquêteurs y trouvent plusieurs cartes d'identité, des reçus et des cartes de crédit, ainsi qu'une facture d'électricité adressée à une résidence de Wilseyville, en Californie. Wilseyville est une municipalité rurale du comté Calaveras, située au pied de la Sierra Nevada. Les policiers retrouvent Clara Lynn Ballas, la femme à qui la facture était destinée. C'est l'ex-femme de Leonard Lake. Elle leur dit ne plus résider à l'adresse où la facture a été envoyée. Elle nous a dit que la propriété lui appartenait. Elle a aussi avoué que Leonard Lake habitait cette propriété et que de temps à autre, son ami Charles Ng passait la fin de semaine avec lui. Clara Lynn donne son accord pour que les enquêteurs fouillent la propriété à la recherche d'indices qui leur révéleraient où se trouve Charles Ng, ou la personne disparue, Paul Cosner. Nous avons prévu nous y retrouver le lendemain. La propriété de Wilseyville s'étend sur 10 000 mètres carrés. Cette propriété suscitait un grand malaise. Elle était extrêmement isolée. Nous sommes entrés et avons inspecté les lieux minutieusement. Plusieurs choses étaient troublantes. Il y avait un lit à cadre de bois sur lequel était vissé un boulon à œil à chaque coin. Il y avait du sang sur le matelas. Il y avait aussi des sous-vêtements en dentelle de différentes tailles. J'ai aperçu du matériel vidéo sur les étagères. L'un des appareils était identique à l'un de ceux qui avaient été déclarés volés de la résidence des Dobbs. Malheureusement, j'ai lâché un juron par mégarde. Elle a alors exigé que l'on arrête les fouilles et que l'on quitte les lieux. Ils y retournent le lendemain, munis d'un mandat de perquisition. Ils vérifient le numéro d'identification des voitures stationnées sur la propriété. Les deux voitures avaient été immatriculées près de San Diego et appartenaient à Robin Scott Stapley. Les autorités se rappellent que lors de l'arrestation de Lake, il avait en sa possession le permis de conduire de Stapley. Stapley était venu à Wilseyville accompagné d'un jeune couple, Lonnie Bond, sa petite amie Brenda O'Connor et leur bébé de 16 mois, Lonnie Bond fils. Les enquêteurs savent aussi que Lake conduisait la voiture de Paul Cosner avec la plaque d'immatriculation de Lonnie Bond. Ils découvrent que le jeune couple avait loué la maison voisine de celle de Leonard Lake. Nous avons communiqué avec le propriétaire qui nous a révélé qu'il avait loué la maison à une famille et qu'ils avaient disparu peu après. Ils n'ont même pas payé le loyer et ils sont partis. Nous savions donc qu'une famille entière avait disparu de la maison d'à côté. La liste de personnes disparues ne cesse de s'allonger. Il y a eu la famille Dobbs, 3 personnes, puis s'est ajouté Paul Cosner. Lonnie Bond, Brenda O'Connor, Lonnie fils et Robin Scott Stapley manquent aussi à l'appel. C'est à ce moment que nous avons su que quelque chose de grave était arrivé. Tous ceux qui travaillaient sur l'enquête se doutaient que ces gens avaient été victimes d'homicide. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches. L'une des premières choses que nous avons décidé d'inspecter était une zone près de l'entrée où la terre avait été retournée. Nous avons creusé et, à seulement quelques centimètres de profondeur, nous avons trouvé des ossements. Nous les avons envoyés au laboratoire médico-légal du ministère de la Justice, qui a déterminé qu'il s'agissait d'ossements humains. Nous savions tous au fond de nous que cette affaire allait bientôt prendre des proportions énormes. Il nous faudrait beaucoup de main-d'œuvre et d'équipement. En attendant les renforts, les policiers interrogent la propriétaire, Clara Lynn Ballas.
Elle leur donne un premier aperçu de l'étendue de la folie de son ex-mari, Leonard Lake. Nous savons très peu de choses de l'enfance de Leonard Lake, mais le peu que nous savons est extrêmement troublant. Sa mère avait, semble-t-il, les mœurs légères. Cette sexualité inconvenante prédispose un enfant à être très anxieux, car elle génère aussi bien de la curiosité que de la peur. L'enfant devient alors obsédé par la sexualité, cette chose effrayante, inconnue, taboue. C'est ainsi que prennent racine les fétiches et les obsessions. La mère de Lake l'a ensuite abandonné et l'a envoyé vivre chez des parents éloignés. Pour un enfant angoissé et exposé à une sexualité débridée, l'abandon par sa mère devient une expérience d'autant plus traumatisante. À 18 ans, Lake s'engage dans l'armée. Leonard Lake s'est enrôlé dans les Marines et a fait la guerre au Vietnam. Et on lui a diagnostiqué une schizophrénie latente et il a été réformé. Il était mégalomane. Il croyait qu'il serait le seul survivant de l'apocalypse. Il pensait qu'il aurait à repeupler la planète. Lake retourne en Californie et en 1980, il rencontre Clara Lynn dans une foire. Les deux se découvrent immédiatement des atomes crochus. Ils se marient un an plus tard et font la connaissance de Charles Ng par l'intermédiaire d'un ami commun. Charles Ng a en lui beaucoup de colère réprimée. Mais ce n'est qu'à partir du moment où il a rencontré Leonard Lake qu'il a eu l'opportunité d'exprimer toute son amertume et sa rage. La rage de Charles Ng remonte à son enfance en Chine. Nous savons que c'était un enfant non désiré. Sa mère était plutôt dure avec lui. Son père était aussi très sévère et autoritaire. Tous ces facteurs favorisent l'émergence de comportements cruels et agressifs. Charles Ng est arrivé en Californie lorsque ses parents l'ont envoyé étudier dans une école de la région de San Francisco. Peu après son 18e anniversaire, Charles Ng se crée un faux certificat de naissance américain et s'engage dans les Marines. Charles n'était pas à sa place dans l'armée, car il ne répondait pas bien à l'autorité. Il se croyait plus intelligent que ses supérieurs. Il croyait avoir la réponse à tout, et il détestait recevoir des ordres. Il a décidé de voler des armes afin de les revendre. On l'a attrapé, mais avant de comparaître en cour, 2 gardes ont relâché leur surveillance et il s'est enfui. Il s'est rendu à l'aéroport, il a pris un avion pour la Californie et il a contacté Leonard Lake. Charles Ng emménage avec Leonard et Clara Lynn pour échapper à la police. Il fait des petits boulots pour eux. C'était la première véritable expérience de vie de famille de Charles Ng. Leonard Lake lui donnait finalement l'attention et la reconnaissance qu'il avait désiré toute sa vie. Son désir de plaire à Leonard n'en était que plus fort. Lake et Ng se lient d'amitié et découvrent les côtés sombres de leur personnalité. Leonard désirait essentiellement avoir le contrôle total, pas seulement sur les femmes, mais sur toutes les facettes de sa vie. Charles, lui, voulait être tout-puissant. Il rêvait d'être un ninja ou un soldat des forces spéciales. En 1982, un informateur donne au FBI des indices qui permettent de localiser et d'arrêter Ng pour vol d'armes et désertion. Ils arrêtent aussi Leonard Lake pour possession d'armes volées, mais Clara Lynn paie sa caution. Craignant la prison, il ne se présente pas en cours et se cache pour quelque temps. Clara Lynn refuse de l'accompagner. Elle a refusé de vivre en fugitive, toujours en cavale. Ils se sont divorcés, mais ils ont continué à se fréquenter pendant des années. Pendant que Charles Ng purge sa peine de 2 ans de prison, Clara Lynn cède sa propriété de Wilseyville à Lake et part vivre avec sa famille. C'est une cachette idéale pour un fugitif. C'est rural. L'entrée, fermée par une barrière, fait 180 mètres de long.
Il serait très difficile de retrouver un fugitif sur cette propriété. Ing sort de prison en 1984 et va immédiatement rejoindre Lake à Wilseyville. Ils décident ensemble de mettre leur fantasme à exécution. Une enquête sur un simple vol à l'étalage prend soudainement une ampleur inattendue lorsque les policiers découvrent que les malfaiteurs Leonard Lake et Charles Ing sont reliés à la disparition de 8 personnes. Cette affaire était différente de toutes celles sur lesquelles nous avions travaillé auparavant, car plutôt que d'avoir trouvé des victimes et de tenter de découvrir les coupables, nous avons d'abord découvert les suspects et nous tentions maintenant de retrouver leurs victimes. Il fallait refaire l'histoire à l'envers, partir des suspects pour remonter au crime, et c'était très difficile. En fouillant la propriété de Wilseyville en Californie, les enquêteurs tombent sur un bunker de béton. Les enquêteurs ignoraient complètement la fonction de ce bunker, jusqu'à ce qu'ils en fassent le tour et qu'ils l'inspectent. À première vue, ça avait l'air d'un simple cabanon. Il y avait un établi, des outils, des boulons et des vis. Ils ont remarqué des charnières fixées au mur près d'une tablette, et c'est en ouvrant cette porte dérobée qu'ils ont découvert l'horreur absolue. Ils ont trouvé une pièce d'environ 2 mètres de long sur 1 mètre de large. À l'intérieur, il y avait une plateforme de contreplaqué qui faisait office de lit. Il y avait aussi un seau pour se soulager et un rouleau de papier hygiénique. Il n'y avait qu'une petite ouverture sur laquelle était placé un miroir sans teint, de façon à ce que la personne à l'intérieur ne puisse pas voir, mais que quelqu'un placé de l'autre côté du mur puisse l'observer. Nous avons tout de suite su que c'était une cellule. Dans le bunker, Leonard Lake avait affiché une liste de 6 règles tapées à la machine que les victimes devaient suivre à la lettre. 1. Je dois toujours être prête à servir mon maître. Je dois être propre, peignée et maquillée. Ma cellule doit être propre. 2. Je ne dois jamais parler à moins que l'on me parle. 3. Je ne dois jamais manquer de respect à mon maître, tant verbalement que dans le silence. 5. Je dois toujours garder le silence lorsque je suis enfermé dans ma cellule. Je dois toujours obéir, sinon je serai puni. Comment se sentaient-elles sous leur emprise, enfermées dans cette cellule? Ça devait être un enfer de tous les instants. Des dizaines de policiers poursuivent la fouille de la propriété. Devant la maison, les enquêteurs ont trouvé un bout de terrain plus meuble. Ils ont creusé et sont tombés sur un bidon de 20 litres qui contenait les journaux intimes de Leonard Lake, un permis de conduire, des chéquiers, les pièces d'identité de Deborah Dobbs, de Harvey Dobbs et de Paul Cosner, ainsi que 2 cassettes vidéo. Les journaux intimes révèlent les fantasmes morbides de Lake. Leonard Lake avait tenu un journal très explicite pendant 2 ans. Dans ce journal, il faisait allusion au livre L'Obsédé. C'est un livre à propos d'un simple collectionneur de papillons obsédé par l'idée de capturer une femme et de la tenir prisonnière. Il aménage une pièce pour elle chez lui et met son plan à exécution. Il la kidnappe et la garde en captivité comme les papillons de sa collection. Lake découvre le livre alors qu'il est encore adolescent. Puis, une idée fixe se développe peu à peu chez lui. Réduire des femmes à l'esclavage afin de les dominer.
Son profil psychologique l'a amené à considérer ce livre comme un véritable manifeste. Plus tard, il a commencé à parler de ses écrits et de ses projets comme de manifestes, qu'il a appelé Opération Miranda, d'après le personnage féminin du livre. Lorsque les enquêteurs regardent la vidéocassette qui s'intitule Monologue, ils comprennent que c'est dans le bunker que Lake a mis son plan à exécution. I want to be able to use the woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. The purpose of that cell and the main purpose, hence, of the building will be the imprisonment of a young lady who probably at this moment is unknown to me. Les cassettes vidéo nous ont montré le vrai visage de Leonard Lake et le fond de sa pensée. Il parlait d'asservir des femmes, de les soumettre à ses fantasmes sexuels, de les forcer à avoir des rapports sexuels, à cuisiner et à faire le ménage. Leonard Lake était à la fois psychopathe, ce qui veut dire qu'il n'obéissait à aucune règle. Mais il était aussi très narcissique. Il tenait absolument à ce que son manifeste soit appliqué dans les moindres détails. Le bunker en dit long sur Leonard Lake. Lorsqu'il décidait de mettre un fantasme à exécution, il n'hésitait pas un instant. C'est un bâtiment horrible qu'il a lui-même construit et utilisé. Il s'en est réellement servi. C'est horrible. Ces femmes y étaient enfermées et ne pouvaient pas sortir. Il y régnait un silence de mort et il y faisait noir comme dans un four. C'était un endroit extrêmement triste et terrifiant. Leonard Lake a conçu un plan diabolique, mais il ne peut le mettre à exécution sans l'aide d'un complice. Ce sera le rôle de Charles Ng. Leonard Lake a tenté de mettre son plan à exécution plusieurs fois, mais sans succès. C'est seulement quand Charles est devenu son acolyte qu'il a pu construire le bunker et réaliser les fantasmes qu'il décrit dans son manifeste. Leonard Lake et Charles Ng sont l'exemple classique de la petite brute et du souffre-douleur. Leonard était la brute, et je crois que Charles Ng jouait le rôle de la victime. Ils étaient faits pour aller ensemble. Les autorités espèrent que la seconde vidéocassette qui s'intitule « Les femmes de M » leur révélera l'identité des prisonnières de Lake et de Ng. Quand les enquêteurs ont regardé la vidéocassette « Les femmes de M », ils ont été complètement horrifiés. Ils ont dû sortir prendre l'air. Shut up! Shut up! Shut up! Dans la campagne californienne, la police découvre un véritable musée des horreurs en enquêtant sur une série de disparitions liées à Leonard Lake et à Charles Ng. Une vidéocassette, le manifeste de Leonard Lake, laisse entendre qu'ils auraient mis à exécution leurs fantasmes sanguinaires. Les enquêteurs espèrent qu'une deuxième vidéocassette leur révélera l'identité de leurs victimes. La vidéo montre Brenda O'Connor, son mari Lonnie Bond et leur enfant Lonnie fils. Les trois ont disparu après avoir loué la maison voisine de celle de Lake. Leonard Lake la traitait de façon humiliante. Elle était menottée et il lui disait qu'il voulait qu'elle fasse ses 4 volontés. Qu'elle cuisine pour lui, qu'elle fasse le ménage et qu'elle lui accorde des faveurs sexuelles. Brenda pleurait pour qu'on lui rende son enfant. Et Lake lui disait qu'il dormait comme une souche.
C'était une façon de parler. C'était stupéfiant et horrifiant de voir toute la peur de Brenda. C'était bouleversant de voir cet extrait vidéo. Ce n'était pas un fantasme, ça lui est réellement arrivé. Ce qui frappe le plus dans ces vidéos, c'est l'attitude de Leonard Lake. Il est impassible. Même sa voix semble douce. Il ne perd jamais son calme. Il est clair qu'il a un plan en tête et qu'il ne fait que le suivre à la lettre. Charles Ng agissait comme un animal sauvage. Il lui coupait les vêtements sans ménagement, comme s'il allait chercher sa récompense. Il prenait plaisir à infliger de la douleur. Il aimait torturer les gens, les voir souffrir, les voir se transformer en la victime qu'il détestait être, les voir aussi vulnérables que lui. La seconde cassette vidéo montre aussi une femme identifiée seulement par le nom de Cathy. Cathy avait évidemment très peur, mais elle avait si peur qu'elle ne semblait pas comprendre ce qui lui arrivait, comme si elle était en état de choc. Il lui demandait de se dévêtir, mais elle refusait de le faire. Personne ne pouvait en croire ses yeux. Toutes ces femmes torturées, ces actes de violence éhontés et si cruels. L'enquête révèle que la femme se nomme Cathy Allen et qu'elle a 18 ans. Elle a disparu il y a 2 mois, le 14 avril 1985. Cathy était la petite amie d'un homme que Charles Ng avait connu à la prison de Folsom. Lake avait connu Cathy par l'entremise de Charles. Ils ont d'abord capturé et tué son copain, puis ils ont téléphoné à Cathy pour lui faire croire qu'il le tenait prisonnier et qu'il voulait la voir. Ils se sont rendus à San Francisco et ils ont ramené Cathy à la propriété de Wilseyville. Ils l'ont ensuite emprisonnée dans la cellule et elle a subi le même sort que les autres. Chaque fois qu'il commettait un nouveau crime, les 2 hommes se rapprochaient. Leonard Lake concevait le plan, mais il avait besoin de Charles pour le réaliser. C'était un club privé qui ne comptait que 2 membres. La fouille à grande échelle se poursuit sur la propriété de Wilseyville et les enquêteurs commencent à prendre conscience de l'ampleur des actes criminels de Lake et de Ng. Des milliers de preuves ont été déterrées. Nous avons trouvé environ 25 kilos de restes humains calcinés. Il y avait 5 cadavres entiers et les restes d'un 6e cadavre. 2 des corps étaient dans un sac de couchage emballé de pellicule plastique. Les victimes avaient été bâillonnées et ligotées les mains derrière le dos. Elles semblaient avoir été abattues d'une balle à la tête. Nous avons aussi trouvé d'autres victimes mortes par balle. Nous savons avec certitude que 11 victimes ont été tuées et enterrées ici. Mais il y en a peut-être plusieurs autres. Nous n'en sommes pas certains. Les policiers soupçonnent qu'en tout, 25 personnes ont été tuées par Leonard Lake et Charles Ng. Les enquêteurs doivent maintenant trouver un lien commun entre toutes ces victimes. Lake et Ng ciblaient 2 types de victimes. Ils choisissaient évidemment des femmes qui leur servaient d'esclaves sexuels. Mais ils choisissaient aussi des hommes desquels ils pourraient tirer profit. Ils allaient en quelque sorte magasiner et choisissaient une victime masculine à laquelle ils pourraient voler une voiture ou du matériel vidéo. Ils ont même volé l'identité de quelques hommes afin d'encaisser leur chèque de paye.
Les enquêteurs découvrent deux autres victimes de Lake et de Ing. Cliff Parento et Jeff Gerald. Charles Ing a aussi assassiné quelques-uns de ses collègues de travail. Ils occupaient des postes supérieurs aux siens dans la compagnie, postes qu'il convoitait. Il les a donc éliminés simplement pour obtenir un meilleur poste. La nouvelle du massacre se répand rapidement dans la petite communauté rurale de Wilseyville, et les habitants sont horrifiés. Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu'un voudrait infliger ça à un autre être humain. Comment peut-on être aussi cruel envers des gens si bons? Dans certains cas de délire psychotique, tels le trouble délirant ou la schizophrénie, les gens atteints savent faire la distinction entre le bien et le mal. Dans le cas de Leonard Lake, ses propres paroles nous le confirment. Je sais que je suis dangereux. Si les gens connaissaient mes véritables intentions, ils auraient très peur. Les enquêteurs ont plusieurs questions pour Leonard Lake, mais celui-ci ne peut plus y répondre. 4 jours après avoir ingéré une capsule de cyanure dans un poste de police de San Francisco, Lake est toujours dans le coma. Voyant que son état est irréversible, les docteurs décident de débrancher les appareils qui le maintiennent en vie. Il meurt en quelques secondes. En prenant la capsule de cyanure au poste de police, Lake a joué un dernier tour au policier. Pour une dernière fois, il a démontré sa puissance, son intelligence, sa supériorité. C'était sa façon de garder le contrôle jusqu'à la toute fin. Il ne reste plus que Charles Ing. Après la mort du présumé tueur en série Leonard Lake, son complice Charles Ing est toujours en cavale en Californie. Quand Leonard Lake s'est suicidé et a laissé Charles à lui-même, ce dernier a revécu l'abandon qu'il avait éprouvé lorsque ses parents l'ont envoyé au pensionnat. Il était de nouveau laissé à lui-même. Il ne lui restait plus qu'à prendre la fuite. Des informateurs révèlent à la police que Charles Ing s'est enfui à Chicago. La police de Chicago met sur pied une opération de recherche à grande échelle, mais Ing demeure introuvable. Nous savions qu'il avait de la famille au Canada, dans la région de Toronto, et qu'il irait peut-être là-bas, mais il connaissait aussi des gens à Calgary. Le FBI alerte les autorités canadiennes. Il les prévient que Charles Ing est extrêmement dangereux. Le 6 juillet 1985, Charles Ing entre dans un grand magasin de Calgary. On l'a pris en train de voler. Je ne crois pas que Ing était obsédé par le vol à l'étalage. Je crois plutôt qu'il se pensait très, très intelligent. Plus intelligent que les commis, que les gardiens de sécurité. Quand les gardiens de sécurité sont venus l'arrêter, il a sorti un pistolet et a tiré sur l'un d'eux. Heureusement, les autres gardiens sont venus lui prêter main forte. Ils ont neutralisé Charles et l'ont arrêté. Les autorités de San Francisco et du comté de Calaveras se rendent au Canada afin d'interroger le suspect. Il n'était pas très bavard. Il parlait en phrases courtes, concises, très brèves. Il a nié avoir commis les meurtres et il a tenté de rejeter toute la faute sur Leonard Lake. 6 mois après la fuite de Charles Ing de Californie, une cour canadienne le déclare coupable de voies de fait graves, de vol et d'utilisation illégale d'une arme dans l'affaire de vol à l'étalage. Il est condamné à 4 ans et demi de prison. Pendant qu'il purge sa peine, les autorités américaines tentent par tous les moyens de le rapatrier en Californie afin qu'il subisse son procès. Son extradition posait problème parce que la peine de mort est illégale au Canada. Et il était dans l'usage de ne pas renvoyer de prisonniers qui font face à la peine de mort aux États-Unis.
Après 6 ans de lutte judiciaire, la Cour suprême du Canada rend son jugement. Les autorités canadiennes ont pris conscience du fait que s'ils continuaient de garder les prisonniers qui font face à la peine de mort aux États-Unis, le Canada pourrait devenir un refuge pour les tueurs en série américains. Ils n'auraient qu'à traverser la frontière pour échapper à la peine de mort. La police tient enfin Ing, mais celui-ci a profité de sa peine de prison pour étudier le système judiciaire américain. Malgré son peu d'éducation, Charles Ing apprenait très rapidement les lois de la Californie. Il était meilleur que la plupart des autres détenus. Ing se sert de ce savoir pour retarder le procès chaque fois qu'il en a la chance. Il a renvoyé tous ses avocats, sans exception. Et lorsqu'un jugement était rendu en sa défaveur, il allait simplement en appel. Ça nous avait pris 6 ans à le ramener du Canada. Et il nous a fallu 7 ans de plus, après qu'il soit revenu en Californie, pour mettre le procès en branle. En prison, Ing dessine des bandes dessinées qui reflètent son esprit tordu et sa relation avec Leonard Lake. Il prenait beaucoup de plaisir à faire du mal à quiconque était le moindrement vulnérable. En quelque sorte, il se vengeait de sa propre faiblesse. C'était une sorte de punition envers lui-même pour s'être laissé maltraiter par ses parents. Au sein de ce duo criminel, il était évident qu'il n'avait pas son mot à dire. Il n'avait pas de pouvoir et ne prenait pas de décision. Le 26 octobre 1998, 13 ans après que les crimes ont été commis, le procès de Charles Ing s'ouvre enfin. Il faisait face à 12 chefs d'accusation de meurtre et nous avions de 175 à 200 témoins. Ing subit son procès seul. On ne peut pas considérer Ing isolément. Lake et Ing sont intrinsèquement liés. C'est de la conjonction de leurs personnalités qu'ont surgi ces indicibles horreurs. Je crois que le fait qu'ils aient agi ensemble leur a permis d'accomplir beaucoup plus qu'ils ne l'auraient fait individuellement. Je crois que Ing avait des fantasmes de violence, mais ce n'est qu'à partir du moment où il s'est associé à Leonard Lake qu'il a eu le courage de commettre un meurtre. À la barre, le suspect n'éprouve aucun remords. Ing n'a jamais revendiqué la responsabilité de ces meurtres. Lors de son témoignage, il rejetait tout le blâme sur Leonard Lake. C'était toujours la faute de Leonard Lake, jamais la sienne. Clara Lynn Ballas, l'ex-femme de Lake, témoigne en échange d'une immunité totale. Ing se défend lui-même, mais le procureur présente des preuves accablantes contre lui. La preuve la plus incriminante était certainement la vidéocassette « Les femmes de M », qui montrait la torture psychologique auquel ont été soumises Brenda O'Connor et Kathy Allen. Charles Ing apparaît dans cette vidéo. Il était très actif. Il n'était pas un spectateur innocent. Après 8 mois de témoignages et des milliers de preuves, le jury délibère pendant 3 jours et déclare Ing coupable du meurtre de 11 personnes. Il faisait face à 12 accusations de meurtre et, ironie du sort, la seule dont il n'a pas été reconnu coupable est le meurtre de Paul Cosner. C'est cette affaire qui nous avait mis sur la piste de Charles Ing au départ. À l'étape de la sanction, l'avocat de Ing tente de convaincre le jury que son client présente un cas classique de personnalité dépendante et qu'il n'était qu'un pantin entre les mains de Leonard Lake. Cet homme avait un besoin pathologique de reconnaissance, d'affection et d'attention. Le comportement de Charles dépendait donc directement de l'approbation de Leonard Lake. Mais ça ne change rien au fait que Ing est un être cruel et sadique. Il aimait simplement tuer des gens. Certains aiment la pêche, d'autres aiment piloter des avions. Charles Ing aimait simplement tuer des gens.
Je ne crois pas que le délire de Charles était de même nature que celui de Leonard Lake. C'était certainement un psychopathe, mais je ne crois pas qu'il manifestait des signes d'une pensée incohérente, comme Leonard Lake. À mon avis, le jury croyait fermement que Ing voulait être un tueur, que Lake lui en avait donné la possibilité et qu'il avait alors commis les meurtres. Le 30 juin 1999, Charles Ing est condamné à la peine de mort pour le meurtre de 11 hommes, femmes et enfants. On peut enfin commémorer la mort des victimes. Il y a eu un service à la mémoire des victimes. Des funérailles étaient impossibles car il y avait trop de victimes dont on n'avait pas pu trouver les restes. Leurs corps avaient été brûlés, leurs os broyés. Une pierre a donc été posée au cimetière à la mémoire des victimes du massacre de Wilseyville. L'enquête a mis à l'épreuve non seulement les familles des victimes, mais aussi ces hommes et ces femmes qui ont élucidé les crimes. C'est sans aucun doute l'affaire la plus importante de ma carrière. Ça nous a tous beaucoup affectés psychologiquement. Et personnellement, j'ai été très troublé de voir les agissements de ces tueurs sadiques. C'est facile de dire de quelqu'un qu'il est psychopathe. Mais quand on pense à toutes les manigances que ces deux hommes ont faites pour commettre leurs crimes, on se rend bien compte qu'ils n'étaient pas fous. Ils ont été capables de prévoir et de commettre ces meurtres, puis se sont donné tout ce mal pour tenter de se débarrasser des corps. Ils étaient capables de réfléchir. Je crois qu'on se souviendra de Lake et de Ing, surtout à cause de l'horreur absolue de leurs crimes. La plupart des tueurs en série commettent des crimes terribles et tragiques. Mais ces hommes ont atteint des sommets de barbarie qu'aucun autre n'avait atteint auparavant.